Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans la série consacrée au Qatar, puisque vous le savez, actuellement se déroule la Coupe du Monde malgré l'élimination très précoce du pays hôte. La compétition bat toujours son plein. Dans cette vidéo, on va parler de la Coupe du Monde, du PSG, mais aussi de nombreuses compétitions hébergées, créées ou sponsorisées, notamment par le Qatar. Puisque dans cette vidéo, on va parler du sport et du soft power que développe le Qatar. On va se demander si cette technique de soft power tournée vers le sport est un succès ou un échec pour le pays. Dans un premier temps, il faut se demander qu'est-ce que le soft power. Le soft power, c'est une notion qu'on utilise notamment dans le programme de troisième, quand on va parler de la guerre froide. Le soft power, c'est une invention de Joseph Nye en 1990. Excusez une nouvelle fois mon accent. Lui définit le soft power comme l'habilité à séduire et à attirer. On peut donc définir le soft power comme une forme d'influence d'un acteur sur un autre par des moyens non coercitifs mais plutôt cognitifs et culturels. Pour faire simple, c'est un moyen pour un pays d'imposer son influence et son pouvoir sur d'autres pays, non pas par la guerre et par son armée, mais plutôt par sa culture. On va s'intéresser dans cette vidéo au soft power du Qatar. Le soft power qatari tourne autour de trois axes, notamment le sport, les médias, la diplomatie. On va s'intéresser à ces différents domaines, sachant que le soft power qatari est bien plus développé que cela, mais dans le cadre de cette vidéo, on va s'intéresser surtout au sport et aux médias. Pourquoi le Qatar a besoin de soft power? Pour comprendre, il faut s'intéresser un peu à l'histoire du pays. Le pays obtient son indépendance le 3 septembre 1971 du Royaume-Uni. Le Qatar est un petit émirat du Moyen-Orient d'une superficie de environ 11 000 km². En 2016, on estime le pays à 2,6 millions d'habitants, dont 80% d'étrangers. Si vous repérez le Qatar sur l'écran, ici, vous voyez très bien que le Qatar est un petit pays, même s'il est un peu plus grand que son voisin, le Bahreïn. Ce jeune État qatari va vite se découvrir un sous-sol riche en ressources fossiles et va vite comprendre qu'il occupe une position stratégique, notamment pour le commerce maritime. Vous vous doutez que cette situation va vite attirer les convoitises, notamment du voisin, l'Arabie saoudite, qui va tenter d'influencer, d'ingérer dans la politique qatari. Le déclic pour les Qataris, c'est l'invasion du Koweït par l'Irak en 1990, puisque le Qatar va comprendre que potentiellement le pays est à la merci d'une invasion d'une autre puissance, par exemple l'Arabie saoudite, et donc pour éviter ça, pour ne pas se retrouver seul sur le plan international, le pays doit se faire connaître. Qui connaît le Qatar en 1990? En 1995, Ahmad Ben Khalifa Al Thani prend le pouvoir au Qatar avec pour objectif que l'émirat retrouve sa souveraineté, notamment dans les affaires étrangères. Ils veulent se détacher de plus en plus de l'Arabie saoudite en se faisant connaître notamment. Donc si je résume, pourquoi le Qatar a besoin d'un soft power puissant? Pour gagner en visibilité sur le plan international, pour se détacher de l'influence de l'Arabie saoudite et pour ne plus dépendre exclusivement du gaz pour l'économie, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo sur la diversification de l'économie qatari. On va s'intéresser maintenant au début du soft power qatari, notamment dans les médias et le sport. La première étape, c'est la création de la chaîne Al Jazeera. C'est une chaîne généraliste, d'abord publiée en langue arabe, créée en 1996, donc très rapidement après l'arrivée au pouvoir de l'émir. Le but de la chaîne, c'est de rompre le monopole saoudien sur les médias dans la région. C'est faire entendre la voix du Qatar et montrer que le Qatar peut être la nouvelle voix du monde arabe. C'est une chaîne entièrement financée par Doha. En 2008, le site Al Jazeera était le site le plus visité du monde arabe, donc ça montre bien que c'est un soft power dirigé vers les pays du Golfe, notamment les pays arabes. La chaîne compte aujourd'hui 3000 employés et diffuse en plusieurs langues, dont l'anglais, le turc, le serbo-croate et même le chinois. On aurait pu parler du déclin potentiel de la chaîne qui se déroule depuis quelques années selon certains spécialistes. Dans un second temps, on va se demander pourquoi investir dans le sport. C'est vrai, les Qataris auraient pu investir dans plein de domaines, notamment autour de la culture, et développer un autre style de soft power, mais non, on a choisi le sport. Pourquoi le sport? Les événements sportifs sont parmi les événements les plus regardés à la télé, avec les mariages, les enterrements de célébrités ou de personnes de famille royale. Regardez-moi ces audiences pour les Jeux Olympiques ou pour la Coupe du Monde, on parle de milliards de personnes devant leur télévision. Donc le sport, ça permet de toucher beaucoup de monde et pas seulement des élites. Un responsable qatari explique que l'Arabie saoudite avait du pétrole,
Bahreïn, la finance, Dubaï, le commerce. Donc pour le Qatar, il restait le sport ou l'industrie. Ils ont choisi le sport. L'objectif des Qataris avec le sport, c'est de faire, excusez une nouvelle fois mon accent et les anglicismes, c'est faire du nation branding, donc de promouvoir le pays et son identité à travers le sport, améliorer la visibilité et l'attractivité du pays, et faire du sport washing, ça veut dire utiliser un événement sportif, une équipe, pour améliorer la réputation du pays. Donc ces deux nouvelles notions, on va maintenant s'intéresser aux premiers pas dans le sport des Qataris. Ils vont commencer en 1993 par internationaliser le tournoi de tennis de Doha, c'est-à-dire accueillir les meilleurs joueurs de la planète à Doha pour le tournoi de tennis. Quand vous avez Roger Federer, par exemple, qui participe à un tournoi à Doha, ça apporte de la visibilité au pays. Ils vont aussi investir dans d'autres domaines, notamment le golf, l'équitation et les sports mécaniques comme la moto. Ils vont aussi faire des investissements à l'échelle locale en créant l'Aspire Academy. Donc, c'est une académie qui s'inspire de l'INSEP en France, dont le but est de créer des champions. Vous vous doutez bien, il va falloir développer le sport au Qatar, développer les athlètes qataris, donc on va créer un centre énorme et hyper avancé dans le domaine. L'Aspire Academy est aujourd'hui l'un des centres les plus réputés autour du sport. Ils vont aussi participer au sponsoring d'événements sportifs. Ils vont sponsoriser par exemple le prix de l'Arc de Triomphe, une des courses les plus célèbres au monde, notamment en y accolant leur nom et leur couleur, comme vous pouvez le voir. Ils vont sponsoriser aussi de la Formule E, du volley, du football australien, des Coupes du Monde, du tennis, la Ligue des Champions. Ils vont aussi s'afficher sur de nombreux maillots, celui du Bayern, celui de Barcelone, celui de Boca Juniors, celui de l'AS Roma, des clubs très populaires qui vendent beaucoup de maillots, et ça va être l'occasion aussi de diffuser encore une fois le nom Qatar. Le premier événement sportif important qu'ils vont accueillir, c'est les Jeux d'Asie en 2006. Ils vont accueillir 45 pays asiatiques et donc ça va leur permettre de gagner en visibilité au niveau de l'Asie. Le Qatar va même arriver à la 9e place au tableau des médailles, devant notamment l'Arabie Saoudite et le Bahreïn, ses voisins. Donc ça montre cette volonté du Qatar de s'affirmer comme une place forte du sport en accueillant, mais aussi avec des sportifs qui vont concourir pour des médailles. Mais l'énorme coup de projecteur qui va arriver sur le Qatar, c'est l'obtention en 2010 de la Coupe du Monde 2022. Ils vont gagner de manière assez surprenante face aux États-Unis et obtenir la Coupe du Monde en 2022. Cette victoire va attirer beaucoup de soupçons, notamment de corruption au sein de la FIFA, mais aussi dans le monde du football. Encore aujourd'hui, des enquêtes sont en cours, mais les faits sont là. Peu importe la manière, le Qatar accueille et héberge actuellement la Coupe du Monde 2022. Une Coupe du Monde qui va lui coûter très cher, puisque au départ, le Qatar planifie environ 130 milliards d'investissements, dont 35 milliards dans les transports. Aujourd'hui, on estime, comme vous pouvez le voir sur le graphique, que finalement, avec l'inflation, ça a coûté environ 220 milliards de dollars. Imaginez l'investissement pour le pays. L'État qatari se fixe 3 objectifs. Montrer au monde entier qu'il s'ouvre sur le monde et affiche une tolérance assumée, s'affirmer vis-à-vis de ses puissants voisins, et enfin, le Qatar veut jouer dans la cour des plus grandes nations sportives mondiales. Malheureusement, ce n'est pas une grande réussite. Le Qatar est humilié sportivement durant sa compétition. Au niveau de la tolérance, que ce soit au niveau des LGBT, des femmes ou des travailleurs, le Qatar s'est fait remarquer plutôt négativement. Par contre, on ne peut pas nier le fait que le Qatar, grâce à cette Coupe du Monde, s'affirme comme une puissance régionale. On va s'intéresser maintenant à une autre étape importante du soft power du Qatar, le rachat du PSG. Déjà, il faut comprendre que le Qatar n'arrive pas en France par le PSG. Ils vont d'abord investir dans l'économie, notamment avec la société Qatar Investment Authority, qui va investir massivement dans le monde, dont la France. Ils vont investir dans de nombreuses entreprises, notamment Total, Vinci, Veolia, LVMH par exemple, mais aussi dans l'immobilier et dans l'hôtellerie, notamment en rachetant une partie du groupe Accor. Donc le PSG n'est qu'une partie des investissements qataris en France. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le sport. On va s'intéresser maintenant au rachat du PSG, ce qui nous intéresse. On va s'intéresser particulièrement à la situation du PSG de l'époque, avec un propriétaire, Colony Capital, donc un groupe d'investisseurs américains, qui a racheté le club à Canal+ notamment, et qui va investir dans le club. Malheureusement, ça ne va pas bien se passer, avec des résultats assez médiocres, une situation avec les supporters très tendue, et finalement une situation économique pour Colony Capital assez compliquée. Finalement, Colony Capital va décider, pour renflouer ses caisses, de vendre le club. Notamment grâce à l'intermédiaire de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, le Qatar va décider, en 2011, en faisant une offre de 70 millions d'euros,
d'investir dans le Paris Saint-Germain à travers son entreprise Qatar Sport Investment, QSI. Quels sont les objectifs du Qatar en rachetant le PSG? Les objectifs sont simples, développer le soft power qatari. Mais comment? En associant le Qatar à l'image d'un club historique, en faisant gagner cette équipe sur le plan national et européen, mais aussi associer le Qatar à la ville la plus visitée du globe, permettant ainsi au pays de gagner en visibilité et en prestige. Est-ce que ce rachat du PSG est un succès? D'un point de vue économique, je dirais que oui, puisque le PSG est devenu une des marques les plus rentables de la planète, notamment grâce en ce moment à la présence de 3 stars, Messi, Mbappé et Neymar. Le PSG est aujourd'hui dans le top 10 des clubs européens, l'une des marques sportives, entre guillemets, les plus réputées de la planète. Dernièrement, le Paris Saint-Germain a même ouvert une boutique sur la 5e avenue de New York. Ça permet de montrer cette réussite. Dans le domaine sportif, c'est plutôt aussi un succès, notamment sur le plan national, avec de nombreuses victoires en championnat, en Coupe de France, en Coupe de la Ligue. Par contre, on est sur un échec assez relatif sur le plan européen, puisque le PSG n'arrive pas à remporter la Ligue des Champions. Je me permets de faire un petit point rapidement sur le conflit qui existe entre l'histoire du PSG et le Qatar, puisque le Qatar a des objectifs à atteindre en achetant le PSG et se donne les moyens de les atteindre. Et ces objectifs sont plus importants finalement que la réussite sportive ou non du club. Et ça va créer quelques polémiques, notamment autour du maillot du PSG aux couleurs du Qatar, alors que ce ne sont pas les couleurs historiques. Une autre polémique avec le changement du blason pour enlever le berceau et pour mettre en grand le nom de Paris, un changement qui ne va pas plaire aux supporters, ainsi que en protégeant ces stars, puisque l'important pour le board parisien, ce n'est pas finalement la victoire, mais c'est l'image qu'il dégage. Mais pour les supporters, le plus important, c'est pas un joueur ou le Qatar, c'est leur club. Donc ça crée pas mal de conflits. Le football, c'est aussi un terrain d'affrontement entre les pays du Golfe, notamment entre Paris et Manchester City. Paris détenu par le Qatar, Manchester City par les Émirats Arabes Unis. Les matchs PSG-Manchester City prennent une saveur particulière sur le plan local. Ça va être d'autant plus intéressant que l'Arabie Saoudite a racheté dernièrement le club de Newcastle. Le foot, comme le sport, représente aujourd'hui un terrain d'affrontement pour les pays du Golfe. On a parlé tout à l'heure d'Al Jazeera, qui est une chaîne généraliste. Les Qataris vont aussi lancer une chaîne consacrée seulement au sport, beIN Sport. C'est une chaîne qui appartient au beIN Media Group, qui va permettre de développer le soft power du Qatar autour des droits des compétitions sportives. Aujourd'hui, c'est un véritable empire. Les chaînes beIN Sport sont diffusées dans 43 pays. Comme vous pouvez voir, tous les continents sont concernés par beIN Sport, sauf l'Antarctique. Désolé, messieurs, dames, les chercheurs. Donc, le groupe est considéré comme le plus grand acheteur de droits sportifs dans le monde. Rien qu'en France, on a 4 millions d'abonnés, un peu plus pendant la Coupe du Monde. Pour conclure, on va demander si cette stratégie autour du sport va être un succès ou un échec pour le Qatar. Dans un premier temps, le Qatar existe sur le plan international, donc cette politique est un succès. Aujourd'hui, tout le monde connaît le Qatar. On connaît le Qatar, on sait à peu près le situer, on connaît sa capitale, Doha, on connaît ses entreprises, on connaît même son dirigeant, donc le Qatar a réussi dans ce domaine. Le Qatar est aujourd'hui aussi assez détaché de l'Arabie Saoudite, donc c'est plutôt un succès. Ils ont réussi à accueillir de nombreux événements sportifs, ce qui montre le succès du Qatar dans le domaine, avec comme Graal la Coupe du Monde actuellement en cours, qui représente le summum de la politique qatari autour du sport. Par contre, force est de constater qu'on retrouve quasiment aucun sportif qatari dans les compétitions ou aucun capable de performer, sauf celui que je vous ai mis à l'écran, excusez encore une fois mon accent, Nasser Al-Attiyah, qui est un pilote renommé, il participe notamment au Paris-Dakar, mais aussi un tireur renommé, il fait régulièrement les Jeux Olympiques pour le Qatar. Je crois qu'il est à sa 6e participation, donc c'est énorme. Cette absence de sportifs qataris se traduit dans les sports collectifs par des naturalisations. J'aurais pu prendre l'équipe de football, mais on va varier un peu les exemples. Ici, vous avez l'équipe qatari qui finit finaliste de la Coupe du Monde de handball en 2015. On voit que la plupart des sportifs qataris ont été naturalisés, comme vous pouvez le voir. Le premier athlète qatari connu qui s'est fait naturaliser, Saïd Chahine, excusez mon accent, qui est un coureur de 3000 mètres steeple, qui va remporter la première médaille pour le Qatar au championnat du monde d'athlétisme en 2005, juste avant les Jeux d'Asie. Cette mise en avant du pays va aussi mettre en avant les problèmes du Qatar. En effet, quand on a les projecteurs sur le pays, ça fait ressortir la beauté du pays, mais aussi ses problèmes, notamment le système de parrainage, la kafala, qui permet à un employeur qatari de garder le passeport d'un employé pour l'empêcher de quitter le pays. On aurait pu aussi évoquer l'enquête du Guardian, qui parle de 6500 morts sur les chantiers de la Coupe du Monde 2022, sans oublier les nombreuses critiques sur l'impact environnemental de cette Coupe du Monde, notamment la création d'autant de stades. Est-ce vraiment utile pour un petit pays comme le Qatar
Ils vous répondront que les stades, certains sont démontables, donc ça peut être une des solutions, mais ce qui pose vraiment la question, c'est d'un point de vue environnemental, c'est la climatisation des stades. Certains spectateurs racontent déjà que malgré les 20 degrés le soir à Doha, ce qui est une température raisonnable, les stades sont climatisés et qu'il est nécessaire de mettre un pull pour suivre le match. Vous imaginez bien un peu l'absurdité de la situation. Ou encore des droits des femmes, des droits de la communauté LGBTIQ+, ou encore du soutien du Qatar pour certains groupes terroristes. Certes, le Qatar a attiré l'attention du monde vers son pays. Ça va aussi permettre aux gens de découvrir la situation des minorités, par exemple, au Qatar. Dans un souci d'objectivité, je vous retransmets la parole du Qatar autour de ces critiques. Ils avancent qu'il s'agit d'erreurs d'interprétation pour le bilan au niveau des morts sur les chantiers notamment, et que l'Émirat a fait de grands progrès autour de sa législation sur le droit du travail. Donc ça, c'est à vous d'en juger. Moi, je vous présente les deux côtés. Il ne me reste plus qu'à vous montrer rapidement mes sources. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.